La sécurité alimentaire accompagne les éleveurs, puis au ranch de Doli, le plus grand du Sénégal, en réhabilitation depuis 2013, et enfin Saint-Louis, qui abrite la seule école qui forme des techniciens supérieurs en élevage. Un mari catholique qui jeûne pour soutenir son épouse musulmane, ça se passe à Saint-Louis, dans ce que l'on appelle là-bas la maison d'Abraham, à découvrir dans cette édition, de même que ces jeunes volontaires prompts à servir du café et du pain pour le Ndogu, alors que la consommation de dattes double en cette période. À suivre le reportage du jour avec Aram Daou, la rubrique économie sur l'exportation des produits alimentaires et la chronique Ramadan de Seydina Alune Digoa. Bonsoir à tous. Le président de la République a reçu aujourd'hui le chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Au menu des échanges, le renforcement des liens de coopération entre notre pays et l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et du développement économique et de l'environnement, mais également l'emploi, entre autres sujets. Son Excellence Joachim González Ducay répond aux questions de Pape Biram Biguenyaï. Cette audience avec M. le Président avait pour objectif de faire le point sur l'état des relations entre l'Union européenne et le Sénégal dans les domaines politiques, sécuritaires, et des coopérations et au développement. Voilà. Bon, nous avons profité aussi, surtout pour parler d'avenir. Et l'objectif était aussi de tirer, de connaître et de discuter avec M. le Président sur les grandes lignes de comment notre relation doit évoluer dans les mois, dans les années à venir, pour tenir compte des impératifs, des adaptations qu'on doit faire de nos relations vis-à-vis des changements qui s'opèrent aussi au Sénégal qu'à l'international. Il y a de nouveaux défis sur lesquels il faut travailler ensemble. Il y a le défi des changements climatiques, il y a le défi de la création d'emplois, il y a le défi de la migration, il y a le défi de la lutte contre le changement climatique. Et ça, on apprécie d'avoir des orientations pour que notre relation soit adapté aux besoins réels du Sénégal et aussi de l'Union européenne. L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen veut rapprocher l'Europe et l'Afrique à travers une coopération plus étroite et permettre aux deux continents de mieux exploiter leur potentiel. L'idée a été présentée aujourd'hui au chef de l'État en vue de nouer de nouveaux partenariats économiques au bénéfice des populations sénégalaises. Écoutons à ce sujet Jean-Louis Guigou, il est le président de l'IPMED. Notre idée est d'essayer de trouver les voies et moyens pour que l'Afrique et l'Europe se rapprochent. Il y a à l'heure actuelle des sentiments européens, de réflexes, de fermeture, d'une Europe frileuse, vieillissante, et de l'autre côté des Africains qui ont changé, qui n'ont plus de complexe. C'est un pays en pleine expansion, l'Europe est fascinée par ce qui se passe, mais l'Europe ne sait pas comment faire pour aller vers ces pays qu'elle a eus en situation de domination et de colonisation. L'Europe est complexée. Nous ne sommes que des économistes. Nous pensons que l'économie rapproche, que la politique divise et que la culture différencie. Mais la politique nous rapproche. C'est un langage simple, partagé par tout le monde. Et surtout, il y a entre l'Europe et l'Afrique d'étonnantes complémentarités et une proximité géographique et historique. Et donc, il faut exploiter cette proximité et ces complémentarités dans l'intérêt des populations africaines et européennes. L'Association pour le développement de l'éducation en Afrique sollicite le leadership du président Macky Sall pour promouvoir l'éducation en tant qu'outil fondamental pour améliorer les connaissances et les compétences pour l'emploi. Gage d'un développement durable, l'ADEA organise à cet effet la triennale en mars 2017 au Maroc et compte sur l'appui du président Macky Sall pour une sensibilisation auprès de ses pairs chefs d'État. Écoutons à ce sujet Oley Diba Wada, secrétaire exécutif de l'ADEA, au micro de Pape Biram Biguenyaï. L'objectif premier de cette audience était de remercier d'abord le président Macky Sall comme chef d'État champion pour l'éducation en Afrique et aussi discuter de l'ADEA en sa qualité de forum pour le dialogue politique et d'institution panafricaine qui œuvre pour l'éducation et la formation en Afrique et qui aussi regroupe l'ensemble des ministères en charge de l'éducation en Afrique. Surtout que
L'ADEA compte organiser sa prochaine triennale, qui est sa 10e triennale, qui va se tenir au Maroc les 15, 16, 17 mars 2017 à Marrakech. L'ADEA est sortie de cette audience avec un engagement très fort du chef de l'État, un engagement très fort qui va se manifester par sa facilitation pour mobiliser les autres chefs d'État, donc les 9 autres membres du comité des 10 chefs d'État champions pour l'éducation, et aussi pouvoir faire la promotion de cet événement au niveau africain. L'objectif de la triennale est de faire la jonction entre l'agenda 2063 pour l'Afrique, de l'Union africaine, et l'agenda universel 2030. Ces deux agendas sont les événements majeurs sur l'éducation, aussi bien au niveau africain qu'au niveau continental. Donc il est extrêmement important de pouvoir créer des passerelles entre ces deux agendas internationaux. Le président Macky Sall était ce matin à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour assister à la levée du corps du doyen Bocar Oumar Sall. Il s'agit du coordonnateur du Conseil des sièges de l'Alliance pour la République, ancien directeur général des Eaux et Forêts pendant une vingtaine d'années. Tous ont salué les qualités humaines du défunt, sa sagesse, sa générosité et son sens du devoir au service de la nation. Pabiram Biganyay. L'émotion était vive et palpable. Des visages marqués par un deuil, la perte d'un être cher. Le doyen Bocar Oumar Sall, un personnage emblématique, est parti. Le coordonnateur du Conseil national des sages de l'Alliance pour la République s'en est allé après une vie remplie, consacrée entièrement à son pays. Au cadre de l'administration, il fut directeur général des Eaux et Forêts pendant plus de 20 ans. Et tout dernièrement, président du conseil d'administration de la SAED jusqu'à sa disparition. Témoignage unanime d'un homme multidimensionnel. Monsieur le Président de la République, en honorant notre compagnon, notre grand frère, Bocar Sall, vous honorez un corps discret mais essentiel qu'il a servi avec discrétion, efficacité et engagement total. Vous honorez tous les opérateurs dans le secteur agricole pour qui vous avez une affection particulière et des ambitions élevées. Aujourd'hui, nous pleurons ce grand camarade qui fut des nôtres. Je pleure un père qui, du haut de sa sagesse, de sa grande expérience de l'administration et du développement et de sa grande conscience de l'histoire politique et économique de notre pays, nous guidait dans les moments de grandes décisions. Un sage parmi les sages, le doyen Bocar Oumar Sall, acteur politique engagé, doté d'une sérénité exemplaire, a toujours été un modèle pour la jeune génération. Pour le président Macky Sall, c'est un vieux compagnon qui s'en va, une perte pour le Sénégal. Il a été un haut fonctionnaire émérite, un soldat de la République qui s'est entièrement dévoué aux missions qui lui ont été confiées. Et il a gravi tous les échelons de la hiérarchie administrative. Au moment où il nous quitte, j'ai une pensée très forte pour les forestiers, puisque M. Lachsen a parlé de ses efforts inlassables pour le reboisement en Casamance, de tout ce qu'il a pu faire avec ceux qui l'ont accompagné. Je saisis cette occasion particulière pour lancer un appel à l'ensemble du corps des eaux et forêts pour préserver cet héritage, préserver la forêt de Casamance et les forêts du Sénégal. Ça a été un combat de sa vie. C'est étant étudiant que le président Macky Sall a connu le doyen Bocar Oumar Sall. Un long compagnonnage entre un père et un fils, le symbole d'une profonde affection qui a toujours lié les deux hommes. Aujourd'hui, le chef de l'État est aux côtés de la famille pour partager la douleur et témoigner toute sa compassion. Aux populations du Fouta, de Guédé, du Toro, à sa famille éplorée, je voudrais au nom de la nation présenter nos condoléances attristées
et prier pour que Allah, dans sa miséricorde infinie, puisse l'accueillir en son paradis et que la terre de Guédé lui soit légère. La famille reconnaissante a salué le geste du président Macky Sall. Sa présence aux côtés de la famille est un symbole fort qui traduit proximité et profonde estime à l'endroit du défunt. Tous ont prié pour le repos éternel de l'âme du disparu. Le chef de l'État en a fait état hier lors du Conseil des ministres. La dégradation du littoral, l'érosion côtière, un triste décor sur nos plages. Le phénomène est de plus en plus inquiétant. La mer avance d'année en année vers les populations et les quartiers dévastés par endroits parfois rayés de la carte. Inquiétude à Bargny qui réclame une digue de protection. Au-delà, Rufisque, Toubab Diala, Ngaparou, Mbour, jusqu'à Joal, toute la petite côte est menacée. Des initiatives ne manquent pas pour essayer d'arrêter la mer, pas avec ses bras, mais avec les digues. Le dossier est signé Seydina Alioune Fall. Vague après vague, elle grignote. Et par endroits, elle avale jusqu'à 2 mètres de plage tous les ans. Il y a seulement quelques années, des familles habitaient ici. Il y a 5 quartiers qui sont là. Et ces quartiers-là sont appelés ces quartiers-là bientôt vont périr. La mer avance, la plage recule, les habitants plient bagages. Bargny surfe sous des vagues d'inquiétude liées à l'érosion côtière. Dans cette maison, on a perdu une chambre. Elle a été détruite par la mer. Et cette situation, nous la vivons depuis des années. Leur seul souhait aujourd'hui, c'est d'avoir une digue de protection, à l'image de celle construite à Rufisque. L'ouvrage fait 730 mètres pour un coût global de 3 milliards CFA. On souhaiterait que cet ouvrage soit prolongé jusqu'à Diokoul pour quand même protéger toute la côte rufisquoise et même au-delà que cet ouvrage puisse aller jusqu'à Bargny ou Toubab Diala. En 2006, une partie du cimetière était envahie par la mer. C'est devenu un mauvais souvenir. Rufisque, Bargny, Ngaparou, Mbour, Joal, c'est toute la petite côte qui est touchée, soit 120 km de plage. Il y a certaines zones urbanisées qui vont devoir être délocalisées. Il y a des villages qui vont devoir être délocalisés. À Saly, le tourisme est sérieusement menacé par ce phénomène. Alors, on improvise. Les digues de protection que les hôtels ont construits, c'est ce qui a entraîné vraiment l'avancée de la mer dans le village. Dans plusieurs zones, on se lève, on fait une infrastructure qui porte préjudice aux riverains. Des brise-lames, c'est la solution expérimentée ici. Le projet doit s'étendre sur 1,5 km. Il y a des hôtels tout autour, mais quand même ça va couvrir le quartier de Salikoulang, mais ça va jusqu'à l'Espadon. Palme Beach, Savannah, toutes ces zones sont touchées. Ils ont démarré la construction de brise-lames, mais les travaux sont trop lents. Joal, à 120 km de Dakar. Ici, l'avancée de la mer a provoqué la salinisation des terres. Les populations, en majorité agriculteurs, étaient restées longtemps dans le désarroi. La digue anti-sel construite récemment a été à la hauteur des attentes. Du point de vue fonctionnel, elle va empêcher l'intrusion de la langue salée dans la zone basse, là où on est, pour que les femmes ou les hommes peut-être puissent reprendre des activités de riziculture. Mais elle va surtout servir à dessaler les champs de culture. Il y a tout de même un bémol. On estime qu'il faudrait encore mettre au moins 3 km pour qu'elle protège en entier la zone de la communauté rurale de Nguyen. Longtemps en immersion, le quai de pêche de Joal a émergé depuis peu. C'est bien fait parce que vous avez vu, les femmes sont en train d'étendre leurs petits yettes ici et les gens traversent calmement sans que l'eau ne rentre dans le port. La réalisation de cette digue a permis de repousser de quelques mètres la mer. Les activités ont repris de plus belle, mais les pêcheurs sont inquiets. Ils ont découvert avec horreur une brèche.
une entreprise installée près de la plage en est l'auteur. Les activités humaines ont accentué l'érosion des côtes. Les constructions et prélèvements de sable sur les plages favorisent l'avancée de la mer. Le combat qu'on mène ici, c'est contre l'extraction de sable marin. Nous sommes conscients que le prélèvement du sable fait avancer la mer. Actuellement, l'extraction du sable marin. À travers le Fonds d'adaptation au changement climatique, le Sénégal a obtenu des financements pour protéger les zones les plus vulnérables. Rufisque, Saly, Joal notamment. Reste maintenant à sensibiliser les populations sur la préservation des côtes. Un dossier sur la protection du littoral et l'érosion côtière qui a été récemment réalisé dans le cadre de cette série de reportages sur le littoral au Sénégal. La commission de revue du code électoral a été installée ce jeudi. Le consensus est trouvé sur le nombre de représentants par coalition, désormais fixé à 15. Une fois son installation faite par le ministre de l'Intérieur, elle va devoir se pencher sur les 12 points essentiels. Anne-Marie Gomis. De 10, il est passé à 15, le nombre de représentants par coalition. Finalement, le consensus a été trouvé entre majorité, opposition et non-alignés. Consensus global de la classe politique, une mobilisation des énergies et des Sénégalais autour des questions principales qui nous interpellent, des questions qui vont aller dans le sens du renforcement de notre démocratie et de la mise en œuvre des projets de développement que tout le Sénégal attend. Je voudrais aussi vraiment remercier et féliciter l'opposition. Ça n'a pas été facile pour eux, mais nous constatons aussi les efforts qui ont été faits allant dans le sens du dépassement et qu'ils comprennent que nous avons un seul objectif aujourd'hui, c'est de réussir ces assises que le peuple sénégalais attend de nous. Je tiens à saluer l'esprit qui a prévalu et qui a concouru à ce que l'opposition soit représentée par 15, comme l'avait souhaité le ministre de l'Intérieur. Ce qui se fait ce matin est très important pour la consolidation de nos acquis démocratiques, mais également pour le renforcement de la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, nous constatons avec réjouissance qu'ils ont trouvé une solution à leurs problèmes avec l'appui du ministère qui a bien voulu augmenter pour chaque pôle 5 représentants. Ce qui est plus important pour nous, en tant que pôle des non-alignés, c'est peut-être aller dans le vif du sujet et travailler à trouver pour le Sénégal un système électoral performant. Venu présider la cérémonie d'installation de la commission de revue du code électoral, le ministre de l'Intérieur s'est réjoui. Abdoulaye Daouda Diallo salue ces efforts qui démontrent encore une fois l'engagement des acteurs politiques à promouvoir le dialogue et la concertation. Magnifier encore une fois de plus cet esprit quand même de dépassement, disons, de la classe politique. On a eu à suspendre la séance du mardi passé parce que justement il y avait quelques petites difficultés sur le nombre de représentations. À ce niveau, j'avais invité les uns et les autres à beaucoup plus de dépassement et à faire quand même un certain nombre d'efforts de convergence. Ce qui a été finalement fait, nous aussi de notre côté, on a été obligés quand même de faire un effort supplémentaire pour ramener le nombre de représentants donc de 10 à 15. Ça nous a permis justement de nous retrouver avec un consensus largement partagé. La commission se penchera sur 12 points. La participation des indépendants aux élections locales, la refonte du fichier électoral, la fusion des cartes d'électeurs et d'identité nationale, entre autres. Les travaux vont durer 6 mois en prélude aux législatives prévues en 2017. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer la protection du consommateur contre les commerçants qui mettent en vente des produits alimentaires impropres à la consommation. C'est ce qu'a déclaré le ministre en charge du commerce, Alioune Sarr, était en visite de terrain au marché Castor où il a constaté l'approvisionnement correct en denrées de première nécessité. Le reportage d'Alassane Djedjou. S'assurer de l'approvisionnement correct et régulier du marché en cette période de Ramadan, c'est un des objectifs visés par cette visite entreprise par le ministre en charge du commerce ici au marché de Castor à Dakar.
Première conclusion, un sentiment de satisfaction. Nous avons tous vu que les produits sont bien en place, le marché est bien approvisionné, que ce soit en sucre, en pommes de terre, en oignons et les autres produits. C'était donc une information qui était importante à porter à l'endroit de l'opinion pour dire simplement que le gouvernement du Sénégal a pris toutes les dispositions pour que le marché soit correctement approvisionné. Seule ombre au tableau, la raréfaction du sucre local en morceaux alors que le sucre en poudre existe en quantité suffisante. Actuellement, c'est le sucre produit par la compagnie sucrière qui est commercialisé sur le marché. Le marché n'est pas encore ouvert à l'importation. Naturellement, nous prendrons cette information auprès donc de l'industriel. Mais ce qu'il faut simplement noter, c'est que le sucre est disponible. C'est aussi le sucre en poudre est disponible. Autre objectif qui sous-tend cette visite de terrain du ministre en charge du commerce, il s'agit de constater de visu les actions menées dans le cadre des opérations combinées de contrôle des produits alimentaires effectuées par les agents de la direction du commerce intérieur. Les produits mis en consommation sur le marché subissent un certain nombre de contrôles. Et je dois vous informer et également dire à l'endroit de nos compatriotes qu'il y a des brigades mixtes qui sont mises en place dans toutes les régions du Sénégal. Et je donné instruction à ces brigades qui sont sous le contrôle du ministère du Commerce, qu'ils soient sans aucune forme de clémence vis-à-vis des délinquants qui mettent sur le marché des produits périmés, des produits qui peuvent nuire à la santé des populations. Cette détermination des autorités en charge du commerce de veiller à la protection du consommateur est saluée par les associations de défense des consommateurs. Les produits impropres à la consommation, je dis toujours que c'est le laboratoire qui détermine le résultat. Il faut avoir un résultat pour dire que ce tel produit est incriminé ou pas. Cependant, les corps de contrôle sont là, on a fait des saisies et je les encourage qu'on mette les moyens à leur disposition afin qu'ils puissent faire leur bonne politique, protéger le consommateur. Pour s'assurer de l'opérationnalité du système de contrôle des produits alimentaires, comme c'est le cas ici du riz et de l'huile de palme, le ministre en charge du commerce a visité le laboratoire national de contrôle et d'analyse de la direction du commerce intérieur, un laboratoire de standing international avec normes ISO. Il est accrédité au comité. Ce soir, dans la série de reportages consacrés au Ramadan, nous vous faisons découvrir la maison d'Abraham à Saint-Louis. En plus clair, c'est l'histoire d'un couple dont le mari est catholique et l'épouse musulmane. Et, fait inédit, pendant ce mois béni de Ramadan, toute la famille Colli observe le jeûne. Et ça se passe comme ça, dans ce foyer, depuis 28 ans, quand foi et amour rassemblent dans la diversité. C'est un reportage de Lamine Touré. Il est 19h. Dans ce mois béni de Ramadan, tout se met en place chez la famille Colli pour les besoins de la rupture du jeûne. Ici, une partie du ménage est musulmane, l'autre catholique. Frère Aressim, tout le monde jeûne en soutien à Adama Bakili, l'épouse de Nazer Colli. En ma qualité de mari chrétien, je le fais chaque année. Et c'est un soutien que je fais tous les ans, en jeûnant, en suivant mon épouse dans ce que sa religion le demande de faire pendant ces jours-là. Et nous le faisons depuis longtemps et ça marche. Depuis 28 ans, le couple vit dans le soutien mutuel, un facteur d'unité familiale qui trouve son essence dans l'élévation de l'esprit et de la foi pour consolider les relations dans cette famille. Nazer Colli, en bon catholique, n'hésite pas une seconde à accompagner sa femme, même pendant les ablutions. Moi, il m'arrive, comme je le dis souvent à mon épouse, de m'apprendre à faire des ablutions musulmanes. Je le fais parce que tout simplement, j'estime que c'est la même chose que de le faire en prononçant des mots français, mais qui disent exactement la même chose. Ce qui est recherché, le but, c'est ça qui m'intéresse. J'ai eu la chance d'aller au pèlerinage cette année. J'ai vu réellement d'où sont parties nos religions. Et franchement, j'estime que nous sommes tous pareils. Dans la mesure où ceux que j'ai trouvés là-bas, qui sont des Palestiniens, savoir que nous n'avons pas les musulmans comme ennemis. C'est le contraire, ce sont nos frères. Le mois béni de Ramadan, ça se passe ainsi tous les jours chez la famille Colli, émue du soutien de son mari et de ses enfants. Adama Bakili se réjouit amplement de cette ambiance. Je le vis comme tout bon musulman. Je ne sens pas de différence entre moi et mon mari qui est chrétien. Parce qu'on est une famille unie et que
Ma famille me soutient, donc voilà. Je prie le bon Dieu qu'on puisse vivre ça aussi bien longtemps que possible, voilà. Une manière de dire que les deux religions peuvent cohabiter parfaitement. C'est pas une question de religion qui va nous diviser. Au contraire, ça doit nous rassembler. Parce que je me dis que c'est la même foi. On croit tous en Dieu, donc peut-être c'est les religions qui diffèrent, mais on est tous ensemble, de toutes les façons. Mon exemple, c'est un exemple que je voudrais donner à tout le monde. Je suis chrétien, ma femme est musulmane, mais vous ne pouvez pas faire de distinguo quand vous entrez dans cette maison. Vous avez des images chrétiennes, vous avez des images musulmanes, et quand les gens viennent nous voir, personne ne peut vous dire de tous ces gens-là qui est musulman, de qui est chrétien. Et c'est ça l'intérêt. On peut vivre ensemble, même en ayant justement des confessions différentes. C'est cela le Sénégal, et le monde peut en tirer profit. Quand on parle de dialogue islamo-chrétien dans notre pays, il est d'abord une réalité avant d'être un concept, comme en illustrent ces objets de piété qui trônent dans le salon de cette maison d'Abraham. Histoire, anecdotes et actes de solidarité ne manquent pas en ce mois béni. Par exemple, offrir du ndogu gratuitement tous les jours en ce mois de Ramadan, du social, voire de l'humanitaire, connu sous le terme de café à Dakar. La tradition est bien établie dans presque tous les quartiers. Exemple à Nyari Tali, où un groupe le fait depuis une décennie. C'est un reportage signé Aram Daoua. Au commencement, il y a 15 ans, il n'y avait par ici qu'une petite table, de petites portions de ndogu, mais une ferme volonté de venir en aide. Aujourd'hui, nous sommes à des centaines. Parfois, on parvient à donner 200 ndogu, puisque le ndogu, nous, on appelle ndogu. Le pain, beurre, le café, le lait, l'eau, le bissap, parfois. C'est ça qu'on appelle ndogu. On parvient parfois à donner 300 ndogu par jour, parfois 200. Financièrement, on s'organise, chacun donne ce qu'il a, et puis sur le plan de la logistique, il y en a qui participent sur le plan de la logistique. Il y en a aussi d'autres qui participent, qui viennent de façon spontanée. Assurer le repas à un jeûneur de la part des plus jeunes, nous les aînés, on ne peut que saluer cela et appuyer du mieux que l'on peut ces actions. Aujourd'hui, le rendez-vous est connu de tous ceux que l'heure de la rupture trouve d'or aux alentours de Nyari Tali, comme ce chauffeur de taxi ou encore ce marchand ambulant. Moi, je suis constamment dehors. L'heure de la rupture me trouve toujours dans les rues. Mais où que ça puisse me trouver, il y a toujours du ndogu de ce genre à côté. C'est vraiment magnifique. Chaque jour, tous les jours, on offre du café, du kenkeliba, du bissap. Nous le faisons pour tout le monde sans distinction. S'il est dit que tu dois en bénéficier, tu auras ta part. La pratique est courante, la recommandation prophétique. Celui qui assure à un jeûneur son repas de rupture aura la même récompense que lui. Parole rapportée. Il y a beaucoup d'horaires aux alentours qui partent à Sédhiou, en Casamance ou encore au Fouta. À chaque fois que la rupture sonne, on les accueille volontiers ici. La cause est noble, ces jeunes travaillent pour Dieu. Et ce mois est béni, toutes les actions sont récompensées au double. Dieu récompense lui-même toutes les actions de grâce de ce mois. Nous, on prend sur nous le pari d'offrir du ndogu aux jeûneurs avec nos propres moyens et l'aide de bonne volonté. On réunit toujours du lait, du pain, des dattes, de l'eau et d'autres produits. Ce qui était au départ un groupe de voisins sensibles à la cause des jeûneurs est aujourd'hui devenu une association. Action pour le développement, l'entraide et la solidarité. Ses membres s'illustrent depuis 15 ans dans ce qui est convenu d'appeler café, une autre facette de la teranga sénégalaise.
À côté du café et les dates, dans la rubrique économie du jeudi, nous parlons des importations de denrées alimentaires en période de Ramadan. Pas de conséquences sur l'économie nationale, certes, mais de cette situation conjoncturelle découlent en effet multiplicateurs. Le riz, l'huile et le lait sont les produits en tête, mais constat, la demande mensuelle de dattes a doublé en passant de 2500 à 5000 tonnes. Plus de détails avec Daraba dans la rubrique économie. Voilà déclinés les produits alimentaires les plus utilisés durant le mois de Ramadan. Dans ce lot, le riz arrive en tête des produits importés avec même une anticipation selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Habituellement, l'importation de riz en moyenne tourne autour de 60 000 tonnes. Alors qu'au mois d'avril, nous avons enregistré au mois d'avril de cette année une importation de près de 147 000 tonnes. Donc cela explique un peu l'effet Ramadan, qui fait que déjà au mois d'avril, on a anticipé une importation assez conséquente de riz. Il y a l'huile également qui a enregistré une hausse, mais l'effet c'est beaucoup plus sur le riz quand même. En dehors de ces deux produits, il y a le sucre. Nous avons une offre pour le moment exclusivement locale. C'est le sucre local de la CSS qui est aujourd'hui sur le marché. Exception faite un peu d'un segment de marché qui concerne le sucre en morceaux importés, qui est du sucre un peu de luxe. Et de ce point de vue-là aussi, aujourd'hui, nous n'avons pas trop de difficultés, bien que la consommation peut atteindre jusqu'à 19 000 tonnes le mois, contre une consommation moyenne de 15 000 tonnes. Autre produit très utilisé durant ce mois de Ramadan, les dattes. Certains commerçants ont déjà épuisé leur stock. J'avais fait une commande de 4000 cartons. 4000 cartons, ça va paraître 40 tonnes. Oui, le stock est fini. Dieu merci quoi. On n'a pas encore commandé parce que mais on attend. Il y a des conteneurs qui doivent sortir. Bon, si les conteneurs sortent encore, tu vas faire une commande, mais pas un gros commande, un petit commande. Parce que les années passées, on a perdu beaucoup d'argent sur les commandes de dates. Et puis beaucoup de gens cette année-ci n'ont pas pris l'occasion d'amener des dates. Parce qu'il y avait une petite rupture. Mais ça n'a pas duré. Actuellement, pour l'instant, il y a le marché approvisionné. Les dates pour une demande de 2500 à 3000 tonnes, il peut arriver qu'on ait des importations jusqu'à 5000 tonnes. Le lait aussi, nous en consommons beaucoup. Nous estimons les importations annuelles autour de 60 000 tonnes, donc pratiquement 5000 tonnes le mois. Mais durant le Ramadan, ça peut évoluer ça peut varier jusqu'à 40% de plus ou même 50% de plus. Pour l'oignon et la pomme de terre, la régulation a permis de mettre et d'écouler sur le marché la production locale. Et à titre comparatif entre 2015 et 2016, l'effet sur les importations en riz a été plus significatif qu'en 2015. L'année dernière, au mois de février, l'anticipation a été même beaucoup plus tôt. Au mois de février, nous avons enregistré une hausse de près de 400%. Donc presque l'importation de riz a été multipliée par 4. Pour la pomme de terre, l'État a pu faire de réelles avancées. L'année passée, nous avons rouvert les importations bien avant le mois de Ramadan. Cette année-ci, c'est pendant le Ramadan que nous avons rouvert les importations. Nous avons encore gagné pratiquement 3 semaines de gel des importations. C'est parce qu'il y a eu quand même l'offre aussi a augmenté. De 50 000 tonnes l'année passée de pommes de terre, cette année, on est pratiquement à 60 000 tonnes. Du point de vue économique, pas d'impact significatif. Cette augmentation est liée à un phénomène conjoncturel, c'est le Ramadan. Et au Sénégal, par tradition, les familles font beaucoup de cadeaux à l'approche du Ramadan. S'y ajoute aussi ce qu'on appelle les effets de démonstration. C'est-à-dire aujourd'hui, tout Sénégalais fait des cadeaux de bon voisinage au niveau des parents, etc. Automatiquement, c'est un effet multiplicateur par rapport à la consommation constatée de manière habituelle.
Maintenant, si la tendance s'inscrit de manière conjoncturelle, donc les conséquences négatives sont moins graves. Mais attention, à une hausse des importations due à une situation structurelle, elle peut entraîner l'appauvrissement de la croissance économique. La croissance va être détournée au profit des pays importateurs. Donc la conséquence, c'est qu'il peut y avoir aussi, par rapport à cette demande-là, une hausse du niveau général des prix, ce qu'on appelle l'inflation importée. C'est-à-dire, quand il y a l'inflation importée due au niveau général des prix, ça peut amener, par exemple, des effets de second tour, puisque les prix des matières risquent aussi d'augmenter et les entreprises peuvent répliquer cette hausse des prix-là sur leurs produits qu'ils produisent localement. Ensuite, au niveau des salaires aussi, les salariés voyant le taux d'inflation augmenter aussi peuvent demander par exemple des ajustements par rapport au niveau général de leur salaire. Ce qui va amener des tensions au niveau même de l'économie. Fin de ce cas de figure au Sénégal car les commerçants mettent la pédale douce et l'État surveille. Après la rubrique économie du jeudi, un point sur les actes que nous posons en ce mois. La solidarité est plus que de mise pendant ce mois béni quand il s'exprime au moment de la rupture. C'est dans l'esprit d'un acte méritoire en l'islam. Entre l'attitude sincère et celle ostentatoire, la limite est franchie surtout quand les médias s'y invitent. Loin du cœur, près des yeux, des témoins de l'acte de solidarité. C'est une chronique signée Célina Luntiko. C'est la face qu'on aime de la solidarité. Elle est sans calcul. Donner de quoi rompre le jeûne à l'inconnu pris dans le tumulte provoqué par les embouteillages. La rupture du jeûne est souvent le moment pour exprimer sa magnanimité envers ses semblables. De pareils gestes sont reproduits un peu partout sous différentes formes. C'est l'esprit du Ramadan qui est ainsi respecté. Il est purification de soi, mais aussi préoccupation de l'autre. C'est le même principe qui est de rigueur du moins dans le soulagement que ressentent les bénéficiaires quand on zappe sur d'autres chaînes de solidarité. Le jeu de mots vaut ce qu'il vaut, mais il permet d'évoquer ces dons, ces actes de bienfaisance dont les promoteurs croient bon de vulgariser dans les médias. Télé, radio, internet peuvent certes être utilisés pour déclencher un mouvement de solidarité, mais au moment de l'acte de donner, doivent-ils, eux et les milliers d'individus qu'ils touchent, être pris à témoin pour montrer l'élan spontané, non déguisé, encore moins téléguidé envers le nécessiteux? Âme ostensible, s'abstenir. Ce coup d'œil de Célina Luntiko pour la chronique Ramadan met fin à cette série sur ce mois béni. Nous allons vers la banlieue, notamment à Padoue, où les travaux de l'échangeur de l'émergence sont à 90% d'exécution. Les travaux se déroulent normalement sous la supervision de l'AGEROUTE. Il sera livré, ce pont, très prochainement et permettra de faciliter la mobilité dans cette partie de la ville de Dakar. Awania y a fait un tour. L'échangeur de l'émergence est situé sur l'axe de la route des Niayes. Cet ouvrage est d'une importance capitale pour la ville de Dakar. Il permet de franchir le grand axe nord-sud, desservant les Parcelles Assainies, Cambérène, Guédiawaye, Pikine et toute la banlieue de Dakar. Après la démolition, donc on a procédé effectivement aux travaux de fondation, les travaux classiques de fondation, des poutres, les poutres qui sont en béton pré-contrainte. Et le montage du pont qui a été fait il y a 2 semaines. Et maintenant, aujourd'hui, on est sur la phase pratiquement de bouclage du pont avec les travaux de coulage du sablier. Si nous prenons la partie terrassement, on a presque terminé, si ce n'est pas la boucle sud-est et la bretelle sud-est, dont les travaux sont en cours actuellement. La boucle sud-est a été retardée par l'aire de préfa des poutres qui étaient en place, et la bretelle sud-est aussi a été retardée par les réseaux de NOS qui passent là-bas. Les travaux sont supervisés régulièrement. L'échangeur de l'émergence va faciliter la mobilité dans cette partie de notre ville. De l'échangeur de l'émergence, les travaux ont commencé le 15 avril 2015. Actuellement, on a un taux d'avancement qui tourne autour de 90%. Comme vous le constatez vous-même, les travaux de terrassement sont presque finis parce qu'aujourd'hui, on est à l'avant-dernière course, à savoir la grave victime. Donc, il reste uniquement que le revêtement. Aujourd'hui,
comme vous le constatez, le pont est en train de couler. À la Patte d'Oie, les travaux se déroulent normalement et les chantiers sont à 90% d'exécution. Le réaménagement va éviter les embouteillages et le trafic sera fluide. À présent, l'autre série consacrée à l'élevage avec le programme d'appui à la sécurité alimentaire Passaluma CAF qui contribue de plusieurs manières au développement du secteur à Ranérou où il intervient depuis 3 ans. Ce programme a à son actif de nombreuses réalisations, entre autres des pistes ou des pare-feux pour protéger les ressources fourragères. Passaluma CAF appuie aussi le volet aviculture avec la construction de poulaillers destinés aux couches vulnérables. Oumoukal Somsal. Marie Sissé et Baïdiba s'activent dans l'aviculture depuis des années. Depuis 2 mois, leur activité s'intensifie avec le soutien du programme d'appui à la sécurité alimentaire Passaluma CAF. En plus de la construction d'un local adapté, ils ont reçu une formation pour une amélioration de leur production. Depuis des années, je fais de l'élevage de volailles. Mais ce projet est venu booster l'activité avec la construction de ce poulailler. En plus, j'ai reçu une formation en aviculture. Tout cela a été d'un grand apport pour moi. Le prix d'un poulet varie entre 2500 et 3500. L'appui du PASA est vraiment considérable. J'avais pas assez de moyens pour construire un poulailler. Maintenant, l'aviculture est ma principale source de revenus. Sécuriser les moyens d'existence des éleveurs, c'est l'objectif du Passaluma CAF à travers ce programme. Déjà, 20 poulaillers ont été réalisés dans le département de Ranérou. Les familles vulnérables constituent les principales cibles. Donc le programme aussi consiste en la construction par le projet du poulailler, donc du bâtiment en tant que tel. Les bénéficiaires contribuent par l'approvisionnement en volaille locale. À partir de ce moment, il y a le projet qui intervient encore en mettant en place des coqs raceurs. Accompagné bien sûr de formation sur l'aviculture familiale. Et vous savez qu'en matière d'élevage, même la reconstitution du cheptel passe par les espèces à cycle court, par la volaille. Le Passaluma CAF, c'est aussi un engagement à la sécurisation des ressources naturelles pour contribuer à la sauvegarde du bétail. L'ouverture de 225 km de pare-feu est prévue dans le département de Ranérou. Les 95 km sont déjà réalisés. Donc les pare-feux jouent un rôle très important. Ça permet de limiter la progression des feux de brousse qui se déclarent souvent dans le département. Et donc de diminuer l'impact sur le pâturage. Ce département fait plus de 30 fois la région de Dakar. Ça fait 15 708 km² et donc qui concentre beaucoup de bétail. Dans le système d'élevage extensif pastoral, l'élément le plus important est les pâturages. Donc en mettant en place des pare-feux qui servent à la fois de piste, mais aussi de moyens pour limiter l'effet d'éventuels feux, on préserve les ressources naturelles et donc on assure la sécurité alimentaire du bétail. Ces pistes de pare-feu servent aussi à désenclaver beaucoup de localités, comme celle-ci qui relie Louguéré-Tcholi à la route nationale sur un linéaire de 40 km. Parce que c'est l'un des effets majeurs. Nous faisons en sorte que le département, que les éleveurs puissent se mouvoir. Parce que c'est d'abord se mouvoir pour atteindre les points d'eau, mais c'est aussi se mouvoir pour atteindre les marchés et pour atteindre surtout aussi l'axe Linguère-Ranérou, qui est un axe très important maintenant en cours de développement. Le Passaluma CAF, qui intervient depuis 2013 dans la région de Matam, s'occupe aussi de la santé animale. 14 parcs à vaccination et l'appui en vaccins sont à leur actif. Le programme a aussi lancé les travaux de 6 forages pastoraux.
C'est un engagement du président Macky Sall. Aujourd'hui, le ranch de Doli est en chantier, promis par le chef de l'État lors de sa rencontre avec les éleveurs en 2013. Les travaux de réhabilitation de cette réserve pastorale avancent à grands pas. Murs de protection, forages et équipements, tout est mis en branle pour doter le ranch d'aménagements nécessaires à son fonctionnement. Mamadou Samambawa. Une barrière en dur sur des dizaines de kilomètres. À l'intérieur, des troupeaux pâturants et des bergers enthousiastes. Doli reprend petit à petit sa vocation de réserve fourragère et de zone de refuge du bétail. Il y a des troupeaux cette année, mais beaucoup moins que l'année dernière. La saison précédente, on avait dénombré près de 100 000 têtes, mais cette année, on est à environ 5 000. La raison est simple, il y a encore de l'herbe un peu partout au Sénégal. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a pénurie ou soudure, les troupeaux viennent s'entasser ici. Ce n'est pas le cas cette année, mais c'est ça la vocation du ranch. L'autre raison du manque d'affluence au ranch en cette période de vaches maigres est la panne du forage de Doli Centre. Depuis un mois, le moteur de ce géant est à l'arrêt. Conséquence, les bêtes se déplacent vers le forage de Niaï, à une quinzaine de kilomètres plus loin au sud. En fait, on s'attendait même à beaucoup plus de troupeaux que ce que nous recevons actuellement. Beaucoup de pasteurs ont préféré transhumer compte tenu de la panne du forage centre. Malgré tout, plus de 5000 têtes viennent s'abreuver ici. À mi-chemin entre Niaï et Doli Centre, toujours dans le ranch, un nouveau forage sort de terre. Il porte la signature du PUDC, fiche technique du château d'eau, 1000 mètres cubes, 35 mètres de hauteur et des centaines de mètres d'adduction d'eau. Vous avez constaté vous-même les travaux. Il est certain que ce forage va régler définitivement le problème de l'eau dans le ranch. Un château d'eau de 1000 mètres cubes, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez aussi noté l'avancement des travaux du mur de clôture. Le ranch fait des pas de géant. En ce qui me concerne, j'avais un lot de 2 km. Avant même la fin des travaux, on m'a attribué 6 autres kilomètres. Là, j'ai réalisé la moitié et d'ici peu, je vais livrer le chantier. L'espoir de voir Doli retrouver son lustre grandit chez les populations d'éleveurs. Elles, les populations, se projettent déjà sur ce que doit être le modèle de gestion idoine du ranch de Doli. Au bureau du maire de Thiel, l'on multiplie les cercles sur la question. Nous invitons souvent des consultants qui nous apportent leur expertise. Avant, il n'y avait que nous, mais là, le ranch appartient à tous les éleveurs du Sénégal. En tant que commune abritant la réserve, nous avons le devoir d'être à l'avant-garde de la gestion efficiente du patrimoine. Nous espérons avoir un encadrement et un suivi rapproché de la part de l'État. Il ne suffit pas de rendre Doli aux éleveurs, encore faudrait-il les accompagner dans la gestion. Le ranch de Doli, sorte de poumon jaune de l'élevage, jaune couleur du fourrage, près de 90 000 hectares de superficie, 120 km de pourtour, un rôle d'amortisseur des chocs et crises alimentaires du cheptel national et un motif de satisfaction du secteur de l'élevage. Avec les réalisations et aménagements en cours, la réserve va retrouver une nouvelle jeunesse après plusieurs décennies de léthargie. Dernière étape de cette série, l'école des techniciens de l'élevage et des industries animales de Saint-Louis qui souffle ses 78 ans cette année. Elle reste, malgré l'usure du temps, le seul établissement au Sénégal qui forme des techniciens de l'élevage. 3 ans de formation de niveau BFM avec un taux d'insertion professionnelle de 100%, Lamine Touré. Aux abords du pont Faidherbe à Saint-Louis se dresse une institution emblématique, la première du genre et l'unique établissement
qui forme encore les ouvriers de l'élevage au Sénégal. Il s'agit du Centre national de formation des techniciens de l'élevage et des industries animales, créé il y a de cela 78 ans. Le centre a commencé par former des vaccinateurs pour lutter contre les maladies les plus dangereuses, la peste bovine et la péripneumonie contagieuse des bovidés. Après, on est passé à la formation des infirmiers, puis la formation des agents techniques. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la formation de brevets de techniciens. Une flexibilité académique qui évolue avec le temps. Cette évolution répond à l'évolution du milieu socio-économique.